7 accords en une journée, après 6 ans de silence. Que s'est-il vraiment passé à Ouagadougou et pourquoi personne n'en parle? Le 20 février 2026, alors que la plupart des médias balayaient l'info du revers de la main, le Ghana et le Burkina Faso signaient ensemble 7 accords bilatéraux. Oui, 7, en une seule session, après que leur commission permanente de coopération avait été complètement à l'arrêt depuis 2019. C'est beaucoup plus qu'une signature sur du papier. C'est un réveil africain, au cœur d'une région secouée par la violence, les trafics et les drames humains. Pour beaucoup, les sommets africains se terminent par de grandes déclarations, mais peu de résultats concrets. Mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas une initiative dictée par des intérêts extérieurs ou du théâtre diplomatique. C'est une réponse directe à la réalité vécue par des milliers de familles le long de la frontière, où chaque jour, le terrorisme, l'instabilité et la pauvreté frappent sans pitié. Ce qui a tout déclenché? 4 jours avant la signature, une attaque terroriste à Titao, au nord du Burkina, a tué des civils, dont des commerçants ghanéens venus vendre leurs tomates. Des gens ordinaires, des mères, des pères, des jeunes, ceux qui font vivre les marchés transfrontaliers. Face à ce drame, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto-Ablakwa, n'a pas commencé par les discours. Il s'est d'abord assis auprès des survivants dans un hôpital militaire d'Accra, avant même de prendre l'avion pour Ouagadougou. Un geste fort, qui rappelle que derrière chaque accord, il y a des vies à protéger, pas juste des signatures à brandir. Mais voilà le risque. Si ces accords ne dépassent pas le stade des promesses, la région pourrait replonger dans la crise, perdre encore plus de vies et voir la confiance envers les institutions africaines s'éroder pour de bon. Alors, s'agit-il enfin du moment où l'Afrique transforme ses déclarations en actions concrètes? Pour comprendre l'ampleur de ce tournant, revenons sur le contexte régional et les échecs du passé. Pourquoi avoir attendu 6 ans alors que terrorisme, commerce et inondations ne connaissent pas de frontières? Depuis 2019, le Ghana et le Burkina Faso partageaient bien plus qu'une frontière poreuse. Ils partageaient aussi des crises, sans jamais réussir à coopérer vraiment. Pendant que le cadre de coopération restait au point mort, la réalité sur le terrain s'aggravait. Frontières ouvertes au trafic, marchés étouffés par des contrôles absurdes, et surtout, la violence. Le 14 février 2026, l'horreur frappe à nouveau. Une attaque terroriste coûte la vie à des civils et des commerçants ghanéens, tout près de la frontière burkinabé. Pour le ministre ghanéen Abalokwa, ce drame a tout changé. Ce n'est pas dans des bureaux climatisés qu'il a compris l'urgence, mais à l'hôpital, face à des victimes mutilées, des familles brisées. Il l'a dit clairement, l'action humaine passe avant la politique. Cette phrase, elle tranche avec ce qu'on entend trop souvent. Des communiqués creux, des mains serrées pour la photo, mais rien pour ceux qui en paient le prix tous les jours. Car la diplomatie n'a de sens que si elle répond aux besoins des populations, pas à des formalités. Et dans cette région, ne pas agir, c'est laisser le terrain à la terreur, à la précarité, à la perte de confiance. Les risques sont immenses, plus d'insécurité, des économies qui s'enlisent, et surtout, l'espoir qui s'amenuise pour des millions de personnes vivant le long de ces frontières. Mais qu'est-ce qui a permis ce changement d'attitude, et pourquoi maintenant? Regardons de plus près le déclic politique. Un ex-président élu démocratiquement et un chef issu de la transition militaire. Et pourtant, ils s'accordent sur l'essentiel. John Mahama, le nouveau président du Ghana, visage rassurant de la démocratie ouest-africaine, et Ibrahim Traoré, leader burkinabé, symbole d'une ère de rupture, ont surpris tout le monde. Ils ont choisi de se parler sans intermédiaire, sans attendre le feu vert de l'extérieur. Pas d'émissaires occidentaux, pas de grandes messes sous les projecteurs. Dès octobre 2025, leurs équipes techniques se sont mises au travail, loin du bruit, confrontant les vrais problèmes des frontières, de la sécurité et de la vie quotidienne. Cette fois, l'enjeu n'était pas de signer pour la galerie, mais de répondre aux besoins concrets des populations qui vivent, commercent, parfois survivent de part et d'autre de la frontière. Leur choix est audacieux. Privilégier un dialogue direct, africain, pensé pour les réalités du terrain,
Ensemble, Mahama et Traoré ont refusé d'attendre l'aval des grandes puissances ou des institutions internationales. C'est un pari de souveraineté. Prouver que deux voisins, malgré leurs différences politiques, peuvent relancer l'intégration régionale en s'appuyant sur le pragmatisme et la confiance mutuelle. Si cette méthode échoue, c'est la crédibilité de l'idée même d'une solution africaine qui s'effondre. Mais si elle marche, c'est un précédent puissant, la preuve qu'on peut sortir des crises sans attendre de sauveurs venus d'ailleurs. Alors, concrètement, que prévoit ces 7 accords ? Passons maintenant au cœur du sujet. Qu'apporte-t-il vraiment à la vie des populations ? Des accords sur le papier, mais lesquels peuvent vraiment changer la vie au quotidien ? Regardons de plus près la substance de ces 7 engagements. D'abord, la reconnaissance mutuelle des permis de conduire. Cela peut sembler anecdotique, mais pour les commerçants, les transporteurs ou même une famille qui traverse la frontière, c'est la fin du casse-tête administratif. On lève enfin un frein à la mobilité et au commerce local. Ensuite, l'harmonisation du transit routier. Imaginez le corridor Tamale-Ouagadougou, actuellement ralenti par des contrôles redondants, des frais imprévus, une bureaucratie lourde. Harmoniser, c'est fluidifier les échanges, réduire les coûts, donner un coup d'accélérateur aux économies locales. Mais il y a plus, la création d'un cadre institutionnel pour la coordination frontalière. Ici, on reconnaît que la frontière, ce n'est pas juste une ligne sur une carte, mais un espace de vie partagé, avec ses solidarités, ses tensions, ses réalités propres. Les consultations régulières des autorités locales s'inscrivent dans cette logique. Ce n'est plus la gouvernance à distance ou le symbole, mais la gestion concrète, sur le terrain, par ceux qui connaissent les enjeux du quotidien. Autre point clé, la clarification de la frontière internationale. On coupe l'herbe sous le pied aux futurs litiges, prévenant ainsi des crises qui, ailleurs, ont parfois dégénéré en conflits ouverts. Il y a aussi la gestion concertée des catastrophes et crises humanitaires, comme les crues du barrage de Bagré. Au lieu d'attendre l'aide extérieure, on prévoit comment réagir ensemble, sauver des vies, protéger les communautés. Enfin, la lutte conjointe contre le trafic de drogue. Ce n'est pas juste une question de sécurité, c'est protéger la jeunesse, empêcher que la région ne devienne un corridor de trafic qui détruit ses propres forces vives. Chaque accord répond donc à un problème concret, avec des effets potentiels immédiats pour des milliers de personnes. Mais, et c'est là tout l'enjeu, si ces textes restent lettres mortes, on retombe dans le cycle des promesses non tenues, des crises qui empirent, de la défiance envers les institutions. Si, au contraire, ils sont appliqués, cela peut transformer la région et donner l'exemple à tout un continent. Toutefois, le vrai défi commence maintenant, la différence entre signer et appliquer. 7 signatures. Mais quelle réalité dans 6 ou 12 mois ? Voilà la vraie question. Parce que sur le continent, on ne compte plus les accords signés à grand renfort de caméras, puis oubliés dès que les délégations quittent la salle. Trop souvent, les espoirs soulevés retombent faute de suivi, de volonté politique, de mécanismes concrets pour transformer les mots en actes. Le ministre Abalokwa lui-même l'a affirmé. Ne célébrons pas le processus. Ce qui compte, c'est de rendre des comptes sur les résultats. Pas de festivités prématurées, pas de triomphalisme, le vrai test commence maintenant. Et comment mesurer ce succès ? Ce n'est ni à travers de beaux communiqués, ni par une accumulation de rapports. Le seul critère valable, c'est le changement réel pour les commerçants qui traversent la frontière, les agriculteurs qui subissent les inondations, les jeunes qui cherchent des opportunités, les familles qui vivent chaque jour l'incertitude de la sécurité. Concrètement, cela veut dire des passages frontaliers plus sûrs et fluides, des systèmes d'alerte précoces qui préviennent les inondations, au lieu de compter les victimes après coup, une économie locale qui commence à respirer grâce à la circulation facilitée des produits, une lutte visible et coordonnée contre le trafic et l'insécurité. Mais attention, sans suivi rigoureux, sans réunion effective des commissions mixtes, sans mutualisation réelle des informations et sans infrastructure sur le terrain, tous ces accords ne seront que de nouvelles feuilles mortes dans l'histoire des promesses non tenues. Et là, le risque est immense.
perdre encore la confiance des populations, laisser la défiance et la désillusion miner l'idée même d'une coopération africaine efficace. Ce serait un double échec, pour la souveraineté et pour la dignité. Alors, au final, comment juger la valeur réelle de ces accords et quels standards exiger à l'avenir? La réussite ne se mesurera ni aux communiqués officiels, ni aux éloges venus de l'étranger, mais bel et bien à l'amélioration de la vie quotidienne. C'est là tout l'enjeu de ces 7 accords historiques entre le Ghana et le Burkina Faso. Pour la première fois depuis trop longtemps, il ne s'agit pas de faire bonne figure sur la scène internationale, mais d'apporter des solutions concrètes aux défis urgents, vécus chaque jour par les populations des frontières. Ce n'est pas le moment des grandes promesses, mais celui de l'action. Les accords ne valent que s'ils sont suivis des faits. La coordination en cas de catastrophe devra fonctionner quand la prochaine inondation menacera une communauté. La reconnaissance mutuelle du permis de conduire devra être ressentie, très concrètement, par les transporteurs sur les routes. Les systèmes d'alerte anticipés devront exister, pas simplement sur le papier. Et surtout, la sécurité conjointe ne sera crédible que si elle protège vraiment les familles contre les groupes armés et les trafiquants. C'est à ce niveau que se joue la crédibilité des institutions africaines. 6 mois, 12 mois après la signature, chaque citoyen a le droit de demander « Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui est différent sur le terrain ?» C'est la seule boussole qui doit guider ce projet. Parce qu'échouer à concrétiser ses engagements, ce n'est pas seulement rater une occasion politique. C'est risquer de perdre la confiance des populations, d'enraciner la défiance, de laisser s'aggraver les crises économiques et humanitaires. Alors, restons vigilants et exigeants. Ce moment n'est pas un aboutissement, c'est un test, un pari sur la capacité africaine à se prendre en main, sans attendre l'approbation extérieure. Les regards sont tournés vers le Ghana et le Burkina Faso. À nous tous d'exiger des résultats, de suivre les avancées, et de rappeler que la seule victoire qui compte, c'est celle qui se mesure dans la vie réelle des gens. Et vous, parmi ces 7 accords, lequel pensez-vous changera concrètement la vie sur le terrain? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo si vous pensez que l'Afrique mérite autant d'énergie pour ses succès que pour ses crises, et rejoignez la discussion. À quoi pourrait ressembler une coopération africaine vraiment transformative? À très vite pour de nouveaux décryptages.